Malgré l'augmentation de la proportion des filles et des femmes dans les effectifs inscrits au niveau de l'éducation formelle, de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle, la population féminine reste en retard sur la population masculine en matière d'éducation dans de nombreux pays du Sud. Cependant, force est de constater que les femmes constituent dans la société une force économique des plus importantes. Elles sont non seulement agents privilégiés de la survie et du développement de l'enfant, mais aussi actrices des changements économiques. L'ICESCO tient régulièrement des ateliers régionaux sur l'alphabétisation et éducation non formelle, pour en citer quelques-uns. Pour la région Afrique, un atelier régional sur l'alphabétisation et l'éducation non formelle s'est tenu en Mauritanie. Pour la région arabe, au même moment se tenait un atelier régional organisé au Caire sur la planification des programmes d'alphabétisation et d'éducation non formelle, qui a regroupé des participants de Jordanie, Tunisie, Algérie, Soudan, Libye, Maroc, Yémen. Pour la région Asie, l'ICESCO a tenu un atelier en Azerbaïdjan sur la conception et la mise en œuvre du programme d'alphabétisation. L'ICESCO a également pris part à la table ronde de l'UNESCO sous le thème « Atteindre les objectifs d'alphabétisation en 2015, tenir les engagements ». La notion qui est développée dans le cadre du Centre Nord-Sud, c'est de permettre que chacun des pays, chacune des régions puisse permettre à ses habitants de vivre pleinement ce qui nous est offert, ce qui nous est possible. Et pour ça, il faut que les cadres de ces pays, les décideurs, les élus, aient également une vision plus large de la société, une vision abordable de la société. Et je crois que ça se prépare dans le cadre de l'éducation, d'où le travail qui est fait dans le contexte du Centre Nord-Sud. Alors juste en 2 mots, le Centre Nord-Sud, certains connaissent, d'autres ne connaissent pas. Il s'agit d'un accord partiel du Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe, 47 États membres, dont les 27 États de l'Union européenne. Et parmi ces 47 États membres, un certain nombre sont membres du Centre Nord-Sud, donc ils ne le sont pas tous, ce sont des choix que font les États. Et on peut regretter que la France ait quitté à un moment donné, monsieur le sénateur, le Centre Nord-Sud, et on ne désespère pas sur le retour de la France dans les prochains temps. Donc on y travaille bien volontiers. La Turquie doit revenir, État membre du Conseil de l'Europe, doit revenir au Centre Nord-Sud. Espérons que la France va devancer la Turquie. C'est un message après voilé que je lançais. Mais le Centre Nord-Sud regroupe des États membres du Conseil de l'Europe, mais regroupe également des États non membres. Et à ce titre-là, le Maroc est un État membre du Centre Nord-Sud. Nous sommes en discussion avec la Tunisie actuellement, avec la Jordanie. Les discussions sont bien avancées également avec l'Égypte, qui sont appelés à devenir États membres du Centre Nord-Sud. Après, il y a d'autres pays, le Cap-Vert, d'autres qui ne sont pas membres du Conseil de l'Europe, mais qui sont aussi membres du Centre Nord-Sud. Je crois que ce qui est important, c'est certes le périphérique pourtour méditerranéen, mais le Centre Nord-Sud s'intéresse également à l'Amérique du Sud et à l'ensemble des pays de la région latine. Je crois que l'élément central est toujours le même. L'élément central, c'est de permettre que cette éducation que nous appelons dans notre jargon l'éducation de la citoyenneté démocratique dans l'espace européen puisse prendre corps et puisse prendre forme dans tous ces pays émergents, dans tous ces pays, le mot émergent n'aime pas en plus, où la transition qui a été faite puisse se poursuivre dans un sens constructif et positif, et non pas que ces transitions soient dévoyées par un certain nombre d'individus qui pensent à eux avant de penser aux populations qui les composent. Donc je reviens sur la question de l'éducation et forcément de l'alphabétisation. Ce sont des éléments majeurs dans la mission de ce Centre Nord-Sud, et je terminerai là-dessus avec une particularité, c'est la notion du quadrilogue. Le Centre Nord-Sud n'est pas simplement les États qui en font partie et qui décident de la voie à suivre, mais c'est dans l'esprit du Conseil de l'Europe, c'est-à-dire les États d'une part, les parlementaires rassemblés dans le cadre de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, les collectivités locales et régionales des États membres dans le cadre du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux, et la société civile dans le cadre de la conférence des ONG, qui ensemble dialoguent dans le Centre Nord-Sud de façon permanente. Et ça, c'est un élément nécessaire pour permettre aux États d'avancer aussi dans ce dialogue, même quand on n'est pas d'accord. Mais quand on n'est pas d'accord, on arrive à se le dire, et c'est comme ça que ça peut aller de l'avant. Donc forcément, l'éducation est l'élément central qui nous permet de préparer les futurs leaders et les futurs encadrants de ces États membres. Est un fléau des temps modernes. Ce n'est pas un fléau lié à l'islam. Il est nullement lié à l'islam. Parce que le premier qui a fait une campagne contre l'analphabétisme, c'est le prophète Mohammed.
Le prophète Mohammed, il a engagé une femme qui s'appelle Al-Shifa bint al-Haris pour éduquer et enseigner ces femmes. Donc il a engagé un professeur d'arabe, de langue arabe, pour enseigner et pour donc éradiquer l'analphabétisme dans sa maison. Ça c'est le premier pas qu'il a fait. Il a engagé donc cette Al-Shifa bint al-Haris pour enseigner à ces femmes. Et ces femmes, Aïcha, Hafsa et Zainab, sont devenues des poètes. Elles ont appris donc la langue arabe et elles ont perfectionné leurs connaissances en lisant le Coran et en s'appliquant à apprendre la langue. La deuxième campagne qu'il a faite contre l'analphabétisme, c'est durant et après la première bataille de Badr, où il était vainqueur. Il y a eu donc des prisonniers de guerre. Et il a mis pour condition sine qua non pour l'affranchissement des prisonniers de guerre que chacun d'eux apprenne à lire, à écrire à 5 musulmans parmi ses ashab, parmi ses amis et ses combattants. Et presque tous les prisonniers de guerre ont été lâchés, ont été libérés parce qu'ils ont accompli, ils ont terminé leur besogne qui était d'apprendre à lire et à écrire à 5 prisonniers de guerre. Et enfin, dans tous ces hadiths, ou bien dans plusieurs de ces hadiths, il incitait donc à apprendre et à s'instruire. Il disait qu'il faut chercher l'instruction et le savoir, même en Chine. Bon, même en Chine veut dire le plus loin possible, même s'il faut faire de très longs voyages en vue de la connaissance et du savoir, faites-le. Donc juste, je vais parler d'abord aux dimensions mondiales des problèmes de l'alphabétisation. Le nombre d'analphabètes dans le monde est d'environ 880 millions, dont 65% vivent dans un groupe de pays appelés les pays E9. Ce sont donc l'Inde, le Pakistan, Bangladesh, Indonésie, Chine, Égypte, Nigeria, Mexique et le Brésil. Malheureusement, donc, l'Égypte est classée au 7e rang. Le problème de l'analphabétisme en Égypte, c'est selon un recensement en 2012, le nombre d'analphabètes en Égypte atteint les 17 millions. Ils vivent principalement à la campagne et la plupart donc, ce sont des femmes âgées de 15 ans et plus. Les conséquences, donc d'abord il y a 4 conséquences. D'abord politiquement, c'est le racinement de la dictature. Ensuite sur la santé, la propagation des maladies. Au niveau économique, l'alphabétisme affecte donc la connaissance des méthodes modernes de production de l'industrie et l'agriculture, ainsi que la main-d'œuvre, ce qui réduit en fait la productivité. Donc les générations futures, les nouvelles générations ne réaliseront pas l'importance de l'éducation, ils ne rejoindront donc pas les écoles, car la pauvreté est liée également à l'alphabétisme. Les causes de l'alphabétisme en Égypte, c'est donc il y a d'abord un manque de conscience de l'importance de l'éducation, comme on l'avait dit, donc, et la non-scolarisation des femmes et de leurs enfants en conséquence, ainsi la pauvreté. Donc, c'est normal si des personnes qui n'ont pas à manger, donc n'ont pas à penser à partir à l'école, mais plutôt même les enfants du bas âge donc, seront dans les rues en train de vendre des mouchoirs, des paquets de mouchoirs, des chewing-gums pour pouvoir apporter quelque chose à la famille.